Hop. Oh. Voilà. C'est eu. Bon. Premier épisode sur le calculateur. Bon bah dedans, hein, c'est l'ancien. Hein. Il est déjà dans la voiture. Donc alors au niveau du son, j'espère que ça va aller. Parce que j'ai mis tout au max. J'ai que ça. On fera avec. Je vais faire plusieurs épisodes sur le Max ECU. Aujourd'hui, on va commencer avec une explication globale de comment fonctionne une gestion programmable, parce que je suis obligé de faire les bases. Sinon, personne ne va comprendre. Enfin, ceux qui ne connaissent pas vont pas comprendre. Et le but, c'est que tout le monde comprenne au maximum. Sachant que, petit disclaimer, moi, je suis pas professeur. Tout ce que je vais expliquer, c'est ce que j'ai appris sur ce moteur. Et avec des formations, des choses comme ça. Moi j'ai fait une formation Evans Performance que je recommande, 50 épisodes, ça coûte pas très cher et ça te permet de creuser le sujet. Mais là ce que je vais expliquer, c'est tout ce que j'ai pu apprendre avec ce moteur là et visiblement bah ça fonctionne. Est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? J'en sais rien, en tout cas moi c'est ce que j'ai appris. Donc première chose qu'on va faire, c'est que je vais dessiner un schéma sur les essentiels de comment fonctionne une gestion programmable, ce qu'il faut savoir. Et ensuite je vous montrerai ce schéma en pratique sur la baie moteur, sachant que le calculateur est déjà dans la voiture et puis comment on va le placer dans la caisse, on s'en fout grave. C'est comment ça fonctionne qui est intéressant. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve sur le bloc moteur, sachant que tous les moteurs fonctionnent plus ou moins de la même manière. J'en ai un sous la main, un moteur, donc tant mieux, on va s'en servir. Et dans les secondes vidéos, je pense la prochaine vidéo, on ira dans le logiciel pour appuyer tout ce que j'ai montré dans le schéma. Voilà. Donc ce qu'on aura vu dans le schéma, on va le montrer dans le logiciel. Et le truc, c'est que de toute façon, une Max ECU ou autre chose, c'est pareil. Il y a des choses qui diffèrent, le logiciel diffère, mais le principe reste le même. Vous retrouverez les mêmes menus, les mêmes noms de choses, ou alors ça varie très légèrement, mais le principe reste le même. Donc Max ECU, Megasquirt, Emu Black, tout ce que tu veux, c'est la même chose. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors, bon, je suis pas un grand mec du dessin. Je suis pas un grand mec du dessin, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc j'ai fait un schéma d'un moteur, entre autres un 5 cylindres, parce que voilà, pour expliquer les bases de l'électronique d'un moteur. Ce qu'il faut, le minimum qu'il faut pour moi, pour démarrer un bloc de façon bien, disons qu'on peut, pour pouvoir faire tourner un moteur déjà. Après, je ferai un deuxième schéma
avec les optionnels, on va dire, optionnels, qui pour moi aussi, il y en a vraiment beaucoup qui sont intéressantes, qui vont permettre d'avoir plus d'infos et avoir un moteur avec une remontée de données qui est plus importante. Donc déjà dans un moteur de base, bah, je vais pas vous apprendre, mais il faut de l'air, de l'essence et de l'allumage. Ensuite, quant à ça, normalement, techniquement, ton moteur est bon pour marcher. Sur les moteurs anciens à carbu, tout était piloté mécaniquement, on va dire, sauf l'allumage. Et maintenant, avec l'injection, c'est bien plus simple, et donc c'est pour ça que le sujet est la Mac Sécu. Donc il y a plusieurs choses, on va commencer de haut en bas. Premièrement, la pompe, le Mac Sécu pilote le relais de pompe. Donc bah, forcément, il faut déclarer une pompe dans la Mac Sécu pour pouvoir la déclencher quand on tourne la clé au démarrage. Ensuite, on a toute la partie, donc je vais prendre la partie droite du bloc. Donc le capteur, je pense que le plus important des gestions programmables, le capteur MAP. Donc c'est Manifold Air Pressure, qui permet de donner l'information au calculateur de la pression, qu'elle soit positive ou négative dans le collecteur d'admission. Pourquoi? Parce que en fait, un moteur, le calculateur a besoin de savoir quelle est la quantité d'air qui rentre dans un moteur. Alors ça, je l'expliquerai plus en détail quand on verra sur le PC, mais les calculateurs type programmable comme ça, en tout cas, comment moi je l'ai configuré, il est configuré en type VE. Donc c'est l'efficacité volumétrique du moteur. Alors je m'explique. Un moteur, par exemple, celui-ci, il fait 2,2 litres de cylindrée. 2226 exactement. Une fois qu'on connaît la volumétrie du moteur, et bah, si on est capable de donner la quantité d'air qui rentre dans ce moteur grâce au capteur MAP avec sa pression, et ben on peut en déduire l'injection. Alors je vais être un peu plus explicite. Disons que bah déjà, il faut diviser par 5 la volumétrie. Donc de 2,2 divisé par 5, bon, on s'en fout. Mais on se dit que, bah, je sais pas, à 2000 tours minute, le moteur, il est capable d'aspirer, je sais pas, 30-40% de sa volumétrie. Donc ça, c'est dans la table d'injection qu'on va référencer ça. Donc 40% de sa volumétrie, donc 40 entre autres, à une quantité de pression de collecteur, donc pression ou dépression, négative ou positive, de je sais pas, 80 kPa, kPa. Et bah tout de suite, on peut calculer la quantité d'essence qu'il va falloir pour avoir un rapport stoichiométrique correct. Voilà, donc ça c'est le capteur MAP. Premier, donc un des capteurs les plus importants du calculateur. Ensuite, on a le TPS, donc celui-là, donc Throttle Position Sensor, qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui est très intéressant pour tout ce qui est stratégie d'accélération, pour les mouvements de pédale rapides, pour pouvoir prévoir l'injection et pas avoir des trous d'accélération. Donc TPS, bah, c'est le capteur qui est sur le papillon. Je vais tout expliquer sur le bloc ensuite. Je mettrai le schéma à côté et on fera un par un. Les injecteurs, bah, hein, voilà, qui se situent sur la rampe, en dessous de la rampe, sur le collecteur, pour mettre l'essence, voilà, simplement. L'allumage, bon, bah, les bobines d'allumage avec la bougie, donc pilotées par le calculateur. Ensuite, les deux qui vont de pair, donc on a le capteur d'arbre à cam et le capteur PMH. Donc je vais commencer par l'arbre à cam. L'arbre à cam, il est là pour pouvoir donner l'information au calculateur de quand est-ce qu'on est sur le cylindre numéro 1. Et de là va venir le PMH qui lui va donner l'information de quand est-ce qu'on est au PMH. Sauf que bah, c'est un cyclomoteur, donc ça tourne. Donc tous les cylindres passent un par un au PMH. Sauf que le calculateur, il a besoin de savoir quand est-ce que c'est le 1 qui est au PMH pour pouvoir commencer son cycle de synchronisation. Donc ordre d'allumage, ordre d'injection, tout ce qui va avec. Donc capteur d'arbre à cam plus capteur PMH pour pouvoir savoir où est-ce que le moteur en est mécaniquement et qu'il soit synchronisé. Donc c'est comme ça, quand on dit perte de synchro par exemple, et ben perte de synchro c'est parce qu'il perd l'information du PMH, il sait plus où il en est et ensuite directement il la reprend, donc cette espèce de saccade à la con là. Donc c'est la perte de synchro PMH arbre à cam. L'arbre à cam normalement il sert uniquement au démarrage du bloc. Il sert au démarrage pour savoir quand est-ce qu'est le 1 et une fois qu'il a le 1, bah, il connaît son cycle. Et donc ça c'était pour tout ce qui est PMH. Et le dernier qui est pour moi un des, celui qui va faire qu'on va faire une carto, c'est la sonde lambda large band, je ne l'ai pas précisé, large band, qui permet donc avec le capteur MAP ensuite de faire la carto
pour pouvoir dire, bah voilà, je veux une richesse, un rapport stoichiométrique de, je sais pas, 14 pour 1, donc voilà, 14 pour 1, et bah on va devoir calculer la quantité d'air pour injecter ensuite la bonne quantité d'essence dans le moteur. Alors je ne sais pas si j'étais très clair, je vais essayer de réexpliquer d'une autre façon. Voilà, donc ça c'est tout pour ce qui est l'explication des capteurs, les sondes de base du calculateur MaxECU. Enfin, MaxECU, peu importe, hein. L'électronique d'un moteur de standard. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Hop, et je vais passer avec la caméra à la main. Voilà, donc là j'ai mis le schéma qui est juste ici et on va faire un par un. Donc la pompe à essence, je peux pas la montrer, hein, elle est dans le réservoir derrière. On s'en fout. Donc ça arrive par les durites qui sont juste là. Donc arrivée-retour, comme d'hab, hein, donc la pompe. Ensuite, on a le capteur map. Donc le capteur map sur ces calculateurs-là, il se situe dans le calculateur lui-même. Donc on a une durite qui part au calculateur, elle est juste là. Alors c'est celle d'en dessous là, celle-ci. Voilà, donc pas celle-là, mais celle d'en dessous. Elle vient du collecteur d'admission, donc on voit juste là, hop. Donc là. Et elle va au calculateur dans la voiture, qui est juste derrière les pieds. Donc ça c'est le capteur map. Ensuite le TPS, donc Throttle Position Sensor, c'est le capteur de position de papillon. Donc il est juste là au niveau du papillon. Là on le voit juste ici, donc avec ses câbles. Toc. Les injecteurs, les injecteurs c'est facile, hein, ils sont juste en dessous de la rampe. Donc moi il y en a 5, hein, vu que c'est un 5 cylindres. Toc, ils sont juste là. L'allumage, ça aussi c'est très simple. Toutes les bobines. Trrr. Le AK-47, plus connu sous le nom de Kalachnikov, rebat les cartes géopolitiques du monde. Toc, avec ses bougies en dessous, avec le faisceau. Le capteur donc je vais faire les deux en même temps, capteur de cam et de PMH. Donc cam, il est juste là. D'ailleurs, sur ces 5 cylindres là, cette espèce de clip, il casse tout le temps. Alors le capteur en lui-même, il se situe derrière la poulie. Il est derrière la poulie. D'ailleurs, c'est la poulie. Il y a une petite, je vois pas ça là, ici. Il y a un trou qui a un moment dessus pour pouvoir donner le signal. C'est la poulie qui donne le signal et le capteur est juste derrière. Et donc son câble, il est juste là et il arrive là et il repart dans le faisceau. Et le PMH, oui, j'ai pas montré le PMH, alors moi, on verra pas, mais il se situe juste entre la boîte et le bloc. Il est avec le capteur de vitesse de tour minute, ils sont deux, côte à côte. Alors je sais pas si on voit pas, bon, il est tout au fond là-bas, et il est dans le bloc pour se choper l'info sur le volant moteur. Il y a un petit téton qui est sur le volant moteur. Ensuite, on a donc tac, le capteur m'a montré. On a le dernier qui est la sonde lambda. Et la sonde lambda, voilà, la pièce maîtresse, hein, elle est juste là sur la ligne d'échappement, donc en sortie de tuyau d'échappement derrière le turbo. Donc là maintenant, je vais changer le schéma et on va faire tous les additionnels pour moi qui sont plutôt importants quand même. Et on va faire la même chose. Je fais d'abord sur le schéma et après je monte sur la voiture. Toc, alors donc j'ai fait tout ce qui est optionnel, qui pour moi, il y a beaucoup de choses essentielles dans l'optionnel. Alors on commence pareil de haut en bas. Donc le flex, c'est sur la ligne d'essence, un capteur flex fuel pour savoir la teneur en éthanol dans un carburant. Alors moi je l'ai mis, il est sous la voiture, au niveau du réservoir, mais c'est un capteur qui est plutôt intéressant pour plusieurs choses, parce qu'en fait déjà d'une, il a deux fonctions, teneur en éthanol et température de carburant, sachant que selon les pompes, selon l'hiver, l'été, plein de choses, tout varie et ça permet de faire dynamiquement la modification du rapport stoichiométrique du carburant pour avoir toujours un rapport à essence qui est correct. Si on n'a pas de flex fuel, on aura toujours la lambda qui va venir corriger constamment. Bon, même si on a un flex fuel, mais ça sera plus précis avec un flex fuel pour la teneur en éthanol et en plus, bon. Tout le monde dit ouais on peut mettre du 98, mais bon, quand tu as un moteur performant, le but c'est pas de mettre du 98 parce que d'une part ça coûte plus cher et de deux ça c'est en termes de puissance tu repousses pas le cliquetis, donc je vois pas l'intérêt de mettre du 98, mais bon après peut-être la disponibilité, si il y a plus de disponibilité. Et la deuxième chose, c'est la température d'essence. Alors ça c'est important parce que selon la température d'essence, sa densité change. Et c'est pareil, ça vient ajuster le rapport stoichiométrique, la densité de l'essence, donc son rapport stoichiométrique.
De la même chose que du coup c'est un bon enchaînement pour l'IAT. L'IAT donc c'est Intake Air Temperature qui va nous donner l'information de la température d'air dans le moteur pour pouvoir faire varier pareil la cartographie parce que la densité de l'air froide et chaude est totalement différente. Une air plus froide et plus dense, donc du coup plus performante, forcément, sinon on ne mettrait pas d'échangeur. Mais le truc, c'est qu'il faut faire varier la cartographie en fonction de la température d'air. Donc ça, enfin, toutes les voitures, l'équipe de base, je ne l'ai pas mis dans le tableau d'avant parce que pour moi, c'est pas un essentiel de démarrage, mais pour moi, c'est incontournable. Si on n'a pas ça, je veux dire, t'as pas l'info de température d'air, c'est compliqué, quoi. Alors ensuite, celui-ci, alors il n'est pas très clair, mais c'est la pression de rampe d'injection. Pourquoi la pression de rampe? Pour pouvoir, pareil, calculer avec précision quelle pression on soumet aux injecteurs et donc du coup forcément leur ouverture en termes de millisecondes. Parce qu'une ouverture de 1 milliseconde à 1 bar et à 4 bars, ça fait pas le même débit. Donc du coup, on n'aura pas le même rapport stoichiométrique qui va en dépendre. Et pour avoir une valeur précise, bon alors normalement on a des régulateurs, enfin toutes les voitures ont des régulateurs de pression en sortie de rampe. Ça dépend, c'est 3 bars, moi c'est 4 bars. Sauf que du coup, si ça vient à varier dans le temps, j'en sais rien, et 3 bars 2, 4 bars 5, et bah le truc c'est que on n'a pas l'info. On se base mécaniquement sur le truc, mais on sait pas. Donc du coup, on aura constamment la lambda qui va venir compenser ça. Et le but, c'est que nous, on veut avoir un truc propre et qui soit dynamiquement, constamment actualisé. Donc capteur de pression de rampe. Et en plus, ça permet de faire des alertes en cas de perte de pression, alors qu'on c'est pas normal. Par exemple, la pompe qui est en train de mourir, et ben la pression elle chute et là, on peut couper le moteur instantanément pour éviter de faire tourner trop pauvre et je sais pas percer un piston. Ensuite, le capteur cliquetis, pour moi, qui est plutôt essentiel. Alors, pas forcément natif sur toutes les voitures et pas forcément simple à configurer, mais essentiel parce que ça nous permet de savoir si on a du cliquetis et ensuite faire en sorte de faire bouger les allumages ou l'injection pour éviter ce cliquetis. Sachant que le cliquetis, c'est ce qui va détruire un moteur. Hein. Simplement, t'as du cliquetis, ton moteur est détruit. C'est simple. Alors, faut pas qu'il y en ait... Il peut y en avoir, mais pas trop longtemps, sinon ça détruit un moteur. Le capteur EGT, donc c'est Exhaust Gas Temperature, pour la température d'échappement. Ça, c'est bien quand on fait la map d'allumage, pour pouvoir savoir dans quelle plage on situe, trop d'allumage ou pas assez d'allumage. Après, c'est une bonne valeur pour pas non plus venir fondre une turbine d'échappement quand on a trop de température de gaz d'échappement ou des choses comme ça. Boost, donc là, c'est un boost contrôleur. Soit on le fait avec une Mac valve, soit on le fait avec un robinet. Moi, après, donc, si on le fait avec un robinet, il n'y a pas de max sécu, hein. Mais avec une Mac valve, ça permet de pouvoir faire électroniquement de la modification de pression de turbo et donc faire plusieurs maps. Je sais pas, 1 bar, 2 bars, 3 bars. Donc ça, c'est pratique. Et ça te permet de compenser le boost à haut régime pour pas qu'il chute. On peut fermer la wastegate plus tôt, pour pouvoir compenser un peu le turbo et faire remonter un peu la pression de turbo en fin de tour minute. Coolant, alors ça je l'ai oublié juste dans le schéma d'avant. Coolant, donc c'est CLT, c'est la température du liquide de refroidissement. Donc c'est pas essentiel non plus, mais bon, toutes les stratégies reposent sur ça pour les démarrages à froid. Alors c'est mieux d'avoir un capteur de température. Ça, toutes les voitures natives l'ont de toute façon. Et ensuite, je crois qu'on a fait tout le tour. Alors j'ai pas mis plein de... Il y a 2 choses que j'ai pas mis. Température d'huile et pression d'huile, parce que d'une part, moi j'en ai pas. J'en ai que analogiquement. C'est pas relié à calculateur. C'est sur le tableau de bord. D'origine, il y en a sur les S4. Mais par contre, c'est une bonne chose d'en avoir. Pourquoi le même principe que la pression d'essence. Si on a un capteur de pression d'huile ou de température d'huile qui s'envole ou qui baisse, et on peut faire des stratégies de coupure de moteur pour pas le détruire. Voilà, ça permet d'anticiper. Donc pareil, là je vais montrer tous ces capteurs là sur la voiture parce que j'ai mis que ceux que j'avais. Et comme ça, c'est plus clair. Je passe avec la caméra à la main. Hop, donc caméra à la main, pareil que tout à l'heure, le schéma à droite. Alors on commence du coup, flex fuel, je pourrais pas le montrer, il est dans les lignes pareil. Il est sous la voiture là-bas, j'en avais déjà parlé. Sous la voiture là-bas, il est juste en dessous du réservoir. Hop, alors IAT, on l'a, il est juste ici. Voilà, donc moi le capteur, il est juste là, juste à côté de la jauge d'essence, d'huile.
permet de donner la température d'admission d'air. La pression d'essence, moi, il se situe en sortie de filtre, c'est un adaptateur que j'ai mis. Voilà, donc ne surtout pas regarder l'empilement de rondelles que j'ai fait. Voilà, de toute façon, on les voit pas. Hop, qui permet de donner l'info au calculateur de la pression d'essence qu'il y a dans la rampe, parce que ce tuyau-là part à la rampe. Donc c'est induit, quoi. Après, on a les capteurs ClickT, donc je sais pas si je vais pouvoir les montrer, mais moi, ils se situent juste, non, on les verra pas. Ils se situent juste en dessous et j'ai réussi à les raccorder sur la MagSecu avec le faisceau, vu que c'est une MagSecu Race. Je peux mettre le faisceau additionnel des capteurs ClickT, hop, qui sont, donc moi, c'est les deux capteurs, on voit vert et bleu. Donc il y en a un avant, vu que c'est un 5 cylindres, j'ai deux bandes capteurs, un pour 3 cylindres et un pour 2 cylindres. Et bon, alors le truc c'est que je sais pas comment on les configure, enfin j'ai regardé l'explication, mais en fait il faut forcément les calibrer, et pour les calibrer il faut provoquer du click. Et ça en fait avoir la tête dans le PC en même temps de conduire, c'est pas compliqué, c'est pas très évident, donc soit je le ferai sur le banc, soit je le ferai pas, on verra. La MagValve pour le boost, là moi je les mets juste ici, donc là on la voit bien, hop, toc. Donc permet de faire varier la pression de turbo qui va pour pouvoir piloter la wastegate en fait à distance. Hop, donc on voit la wastegate ici qui rentre dans la MagValve, la pression de référence qui est juste là et qui fait varier ça. Le GT, donc ça moi j'en ai mis un bien sûr, il est juste là, ici, on le voit là. Et grâce à la MagSecu Race, il y a les capteurs, il y a les contrôleurs EGT qui sont intégrés dedans. Donc on peut mettre jusqu'à 8 EGT, j'ai tout le faisceau, donc moi j'en ai qu'un seul. Le mieux aurait été d'en mettre un sur chaque cylindre pour savoir s'il y en a un qui est trop riche ou trop pauvre, on peut le déduire avec la chaleur. Mais bon, un collecteur avec 8 EGT, bon, 5 plus 1 du coup, c'est super chiant. Le coolant, du coup je vais le montrer, il est juste derrière moi, ici, là. Alors on ne le verra pas, il est juste derrière là, donc température en sortie de culasse. Et on a fait tout le tour, voilà. Donc je reprends la caméra en mode frontal pour faire un petit débrief, et puis après il n'y aura plus qu'à. Hein. Hop, voilà, donc fin de la première explication, donc c'était surtout pour pouvoir faire en sorte que ce soit clair pour tout le monde, comment fonctionne l'électronique d'un bloc. De manière simple. Après on va rentrer plus dans les détails du fonctionnement du calculateur en lui-même, sachant que tous les calculateurs programmables fonctionnent de la même manière, plus ou moins, il y a des fonctionnalités qu'il y a, d'autres pas, mais là voilà, c'était surtout pour que les prochains épisodes soient logiques dans les personnes qui ne savent pas l'électronique d'un bloc ou qui veulent se lancer. Au moins là c'est plutôt clair. Après bon, moi je rentrerai pas, tout ce que je ne sais pas, j'en parlerai pas, ou que je ne suppose pas savoir. Tout ce qui est câblage électronique, le faisceau, tout ça, moi je ne l'ai pas fait. J'ai fait quelques petites choses pour les capteurs additionnels que j'ai rajoutés, mais moi c'est un plug and play, donc j'ai pas fait de faisceau, donc je connais pas les principes de comment on fait un faisceau, quoi que ce soit, donc j'en parlerai pas. Je vais donner peut-être quelques infos. Moi j'ai appris quasi tout ce que je sais sur le calculateur MagSecu grâce à une formation d'une personne qui s'appelle Evans Performance. Donc c'est comme un peu le Netflix du calculateur. On peut s'abonner un mois et je crois que c'est $50 et avoir accès à quasi tous les calculateurs du marché avec des explications. Sur MagSecu, il y a 50 épisodes, plus de 50 épisodes d'1 heure qui expliquent tout. Vraiment, moi j'ai tout appris. Le premier démarrage de la voiture, je l'ai fait avec ça. Tous les capteurs, tout ça, j'ai tout appris là-dessus. Sachant que moi je me suis fait aussi aider pour la carto 1 bar, tout ça, tous les trucs, table d'allumage, parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Toutes ces choses-là, je me suis fait aider par Farine, donc merci. Et puis voilà, donc le prochain épisode, ça sera sur le PC, et puis on est parti. Allez, go!